Imaginez un instant que TVL atteigne la taille d'un BFM, d'un TF1 ou de France 2. Le scandale d'état de la gestion sanitaire aurait fait la une et aurait livré son lot de mensonges éhontés. Imaginez. Le scandale d'état McKinsey aurait fait la une et aurait été pleinement connu des Français avant qu'ils se prononcent dans les urnes. Imaginez. Pour mettre TV Liberté au sommet donc de l'information, pour que TV Liberté touche donc tous les Français, il est nécessaire que les donateurs et les téléspectateurs ne relâchent pas leurs efforts. Nous les sollicitons à nouveau aujourd'hui. Notre appel aux dons doit permettre d'amplifier l'action de TV Liberté, d'équilibrer notre budget annuel, de prendre en compte les mois d'été où les rentrées financières se raréfient et surtout de soutenir les actions de développement des prochaines semaines. La priorité est en effet la refonte complète de notre site internet. Notre mission est claire, nos objectifs sont tracés. Participer à la grande aventure de la presse alternative en nous soutenant financièrement. Imaginez un instant que TVL ait la puissance de France 2, TF1 ou BFM. Aidez-nous par un don utile contre le parti des médias. Contre ce parti des médias, prenez le parti des libertés. Aidez TV Liberté. Ainsi donc, au moment où le vaccin anti-Covid est actuellement plus que jamais sur la sellette, dans la mesure où l'on sait maintenant qu'il ne protège absolument pas du Covid, qu'il n'interdit absolument pas la transmission du Covid et que ses effets secondaires semblent faire des ravages dans la population mondiale. De cela, il faudra bien que les dirigeants des laboratoires comme les promoteurs dictatoriaux de la piqûre obligatoire rendent compte un jour. Et voici que la Cour suprême indienne vient de prendre une décision fondamentale. Elle condamne sans appel la vaccination obligatoire. Pour ce faire, les juges ont pris en compte toutes les conventions internationales signées depuis la guerre pour protéger les décisions abusives des États ou de médecins, les uns et les autres se transformant sans état d'âme en dictateurs avérés. Pour la Cour suprême indienne, la décision personnelle est un droit imprescriptible que rien ne peut entraver. Mais ce n'est pas tout. Les laboratoires et les institutions ont l'obligation de travailler sur les effets indésirables du vaccin pour que chacun puisse bénéficier d'une information complète dans sa prise de décision. Ce que met en avant la Cour indienne, c'est que les démocraties ont violé les valeurs fondamentales du respect de la personne humaine, du libre consentement, de l'inviolabilité du corps humain. Elles se sont arrogées un pouvoir exorbitant dictatorial totalement aberrant. Très récemment, par exemple, le professeur Fauci a osé déclarer que les institutions sanitaires mondiales pouvaient décider ce qu'elles voulaient sans rendre compte à quiconque. Ce qui est la définition même de la dictature. Mais soit Fauci ne se rend pas compte de ce qu'il dit, soit Fauci se rend parfaitement compte de ce qu'il dit et assume totalement la dictature sanitaire mise en place dans nombre de pays occidentaux avant d'assumer très probablement la dictature tout court dans ces mêmes pays. Fauci, quand tu profères de telles énormités, j'ai envie de te couper le cou à la faucille électrique. Nous ne pouvons que nous réjouir que l'Inde, pays d'1,5 milliard d'habitants tout de même, nous donne cette leçon de liberté et de respect des personnes. Il était hélas à peu près certain que les dirigeants du système politico-médiatico-sanitaire des pays développés considèrent avec mépris les attendus de la Cour suprême d'un pays arriéré qui ne comprendra jamais rien à rien. Enfin, l'Inde ne comprendra jamais rien à rien, mais les pays occidentaux lui feront toujours les yeux doux pour que cet immense pays lui achète ses produits. L'Inde est méprisable, sauf s'il s'agit de lui extorquer des bons gros sous-sous. Je vous souhaite une très bonne soirée.
Dubaï, l'endroit où l'argent coule à flot, l'endroit où la ville est étincelante de richesse, l'endroit où les milliardaires musulmans se bousculent au portillon, l'endroit de tous les lupanars possibles, l'endroit où les Européens cherchent à s'enrichir par tous les moyens, l'endroit où tout est possible, ou presque. Enfin, où tout n'est pas tout à fait possible. Enfin, l'endroit où beaucoup de choses ne sont pas du tout possibles, notamment pour les femmes. Enfin, l'endroit où l'interdit écrase en fait la jante féminine, sauf dans les lupanars princiers évidemment. Tout cela bien sûr dans la paix et l'amour, puisque l'islam est une religion de paix et d'amour, comme nous le savons tous, et que l'islam est la religion d'État à Dubaï. En ce qui me concerne, et n'étant pas d'une intelligence supérieure, je ne me pose qu'une seule question. Et en fonction de la réponse, je suis tout prêt à changer d'avis sur l'islam. Voilà de quoi il s'agit. L'une des filles de l'émir de Dubaï, la princesse Latifa, a disparu des écrans radars. Se considérant comme prisonnière à Dubaï, elle a organisé sa fuite, mais s'est fait rattraper par les barbouzes de son papa, alors qu'elle approchait de l'Inde, a été rapatriée chez son papa, a été mise au secret par son papa et semble désormais avoir totalement disparu de la circulation. En clair, l'émir de Dubaï a-t-il fait assassiner sa fille ou pas? Telle est la question que je pose à Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, le tout-puissant émir de Dubaï. J'ai besoin de savoir précisément ce qu'est devenue la princesse Latifa. Je suis donc tout prêt à me faire convoquer à l'ambassade de Dubaï à Paris et à me faire expliquer précisément ce qu'est devenue la princesse Latifa. Juste un point important, je ne souhaite pas finir comme le journaliste qui s'était rendu tout beau tout propre à l'ambassade d'Arabie Saoudite à Ankara et qui en est sorti coupé en morceaux dans des sacs poubelles. La découpe ayant été faite par des agents secrets d'Arabie Saoudite. Ah non quand même, je n'ai pas envie de finir découpé en rondelles de saucisson halal. Donc, je reviens à la question que je pose et je confirme que je suis prêt à changer d'avis sur l'islam. La question est donc, la princesse Latifa est-elle vivante, libre de ses mouvements et heureuse de vivre dans le paradis de Dubaï? Il ne peut y avoir que deux réponses possibles. Oui, la princesse Latifa est vivante, libre de ses mouvements et heureuse de vivre dans le paradis de Dubaï. Si la réponse est celle-ci, je pourrais commencer à penser que l'islam est une religion favorisant la paix et l'amour entre les pères et leurs filles. Seconde réponse, circulez, il n'y a rien à voir et vous n'avez en aucun cas à vous occuper de la princesse Latifa. Si la réponse est celle-ci, mon avis sur l'islam ne changera pas et il faudra me donner d'autres preuves pour démontrer que l'islam favorise vraiment la paix et l'amour entre les pères et leurs filles. Je vous souhaite une excellente soirée. Le nouveau gouvernement, entre guillemets, car en fait de gouvernement, laissez-moi pouffer de rire, laissez-moi pleurer de rire à la simple pensée que Moussa Darmarien, que Dupont mord le Yéti, que Le Maire sont renommés selon le bon vieil adage « on ne change pas des nullités en marche ». Je disais donc que le nouveau gouvernement, entre guillemets, est illuminé par deux personnes qui vont occuper des postes hautement stratégiques, à savoir l'éducation nationale et la culture. Pourquoi ces postes sont-ils si stratégiques? Parce que l'éducation nationale et la culture formatent l'esprit français de 3 ans à 99 ans. Ceux qui tiennent ces deux ministères tiennent en fait l'avenir de la France. Et là, je dois le dire, Macronor Diabolicor a fait très fort, a fait encore plus fort que tout ce que l'on pouvait imaginer. Il confie très officiellement, au vu et au su du monde entier, la destruction de la France éternelle à deux personnes qui affichent un objectif clair,
détruire la France éternelle. Commençons par le garnement à qui est confiée l'éducation nationale. Par son nom sénégalais et par le fait que ses parents sont sénégalais, il incarne à l'évidence la France éternelle. Qu'il soit gauchiste jusqu'au bout des doigts, rien à dire sur le sujet. Il va diriger un ministère lui-même gauchiste jusqu'au bout des doigts. Et donc, le célèbre adage qui se ressemble s'assemble trouve une nouvelle application. En revanche, qu'il appartienne officiellement au dramatique ultra-gauchiste et ultra-raciste CRAN, C-R-A-N, crâne, comme l'on veut. Le trop célèbre comité représentatif des associations noires, dont le sympathique objectif est de détruire purement et simplement toute trace de race blanche, au bénéfice bien sûr de la race noire, en dit suffisamment sur ce qu'est ce bonhomme. D'ailleurs, il s'était opposé à l'époque à ses collègues politiques lorsqu'il avait été question de supprimer le concept de race. Il avait estimé que cela pouvait porter atteinte au noble combat raciste mené par le cran ou le crâne, c'est comme on voudra. Ainsi donc, le ministère de l'Éducation nationale va se doter très probablement d'une nouvelle mission, éradiquer la race blanche. Passons à la culture. Le nouveau ministre est franco-libanaise. Qu'elle soit gauchiste et qu'elle ait travaillé pour Hidalgo Golito, rien que de très normal, il ne faut pas s'en étonner. En revanche, le symbole de sa nomination est très fort. Elle est française, mais pas seulement, ou pas trop. Le Liban est sa seconde patrie, mais peut-être sa première, nul ne le sait vraiment. Si l'on regarde de près son pédigré culturel, nul doute n'est possible. Il n'y a pas de culture française, mais une culture monde. La conclusion logique d'une telle nomination est qu'il faut détruire méthodiquement ce qu'il reste de la culture française au profit d'une culture monde, ou plutôt d'une culture immonde. Plus que jamais, nous allons devoir lutter de toutes nos forces pour éviter l'irréparable dont rêvent nos déconstructeurs, à savoir la mort de notre cher vieux pays. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et se prenant pour Charlemagne, l'avait décrété. Si nous offrons à Poutine la grâce de pouvoir accepter son gaz pourri, en tout cas, il ne sera pas question de le payer en roubles. Moi, Ursula von der Leyen, je le décrète et c'est ainsi. Bien évidemment, son petit toutou de Macron-Nord lui avait emboîté le pas. Moi, président de l'Europe, je déclare que les pays de l'Union européenne pourront accepter exceptionnellement de se faire livrer en gaz russe afin de ne pas enterrer davantage Vladimir Poutine et afin de se montrer charitable. Mais à une seule condition, aucun paiement de ce gaz pourri en roubles, non mais des fois. L'allié Biden, l'allié bidon en français, avait trépigné de plaisir en se disant en son fort intérieur que moins d'achats de gaz russe par l'Europe se traduirait mécaniquement par plus de ventes de gaz de schiste américain à l'Europe. Sacré bidin, va! Vladimir Poutine, lorsqu'il a entendu ces délires financiers de dirigeants occidentaux qui sont à la finance ce que les rappeurs africains sont à la musique baroque, a dû s'étrangler de rire, au point de risquer de s'en étouffer. Car le dirigeant de la Grande Russie connaît parfaitement les rouages économiques du monde occidental et sait parfaitement que, sans le gaz russe, les économies occidentales ne peuvent plus fonctionner correctement. Vladimir Poutine n'a donc pas fait de grands discours à la mode Macron, mode qui consiste à parler indéfiniment pour ne rien dire du tout, mode que l'on pourrait appeler élégamment la colique verbale macronienne. Poutine, lui, est à l'inverse de cette mode. En général, 2 ou 3 phrases suffisent pour qu'il exprime toute sa pensée. Concernant les livraisons de gaz russes aux pays occidentaux, toute sa pensée a tenu en 2 phrases et c'est tout. Je le cite. La Russie accepte de livrer du gaz aux pays européens. Point. Elle ne le fera que si ces livraisons sont payées en roubles par les pays européens. Point. Et c'est tout.
Les pseudo-dirigeants européens ont répondu, selon le principe macronien de la conique verbale, une avalanche de mots et de discours ne voulant à peu près rien dire, puisque totalement déconnectés de la réalité. Puis, la réduction des livraisons de gaz russe a commencé à sentir le soufre, et les dirigeants des pays occidentaux sont finalement allés à Canossa, comme l'empereur d'Allemagne Henri IV en 1077, qui avait attendu, à peine vêtu, plusieurs jours dans le froid et la neige, que le pape Grégoire VII accepte de le recevoir et de lui pardonner ses turpitudes. Ainsi donc, les dirigeants occidentaux ont capitulé en rase campagne, et cette capitulation tient en 2 phrases. Les pays occidentaux supplient Poutine de leur livrer du gaz. Toute livraison de gaz sera payée en roubles. C'est ce que l'on appelle une victoire russe par chaos. Je vous souhaite une très bonne soirée.